juin 1944, le jour J. Les Alliés déclenchent la plus grande opération militaire de l'histoire sur une France occupée par les nazis. L'armée d'Hitler est sur la défensive. Cet ambitieux projet pourrait mener à la libération de l'Europe. Mais derrière le succès du débarquement se cache une terrible tragédie, occultée pendant des années. Si on nous a demandé de garder le silence, pas qu'un peu. Un exercice d'entraînement sur la côte sud du comté britannique de Devon a viré au massacre. Je me souviens seulement de la lune cachée derrière les nuages et tout d'un coup c'est devenu l'enfer. Les balles traçantes fusaient de toutes parts, on était vraiment dans de sales draps. J'ai décidé de sortir sur le pont. 2 gars m'ont suivi. Les autres n'ont pas survécu. Plus de 60 ans plus tard, les rares survivants s'interrogent toujours et le temps manque pour les réponses. Comment un exercice de routine a-t-il pu tourner en un tel massacre? C'était une première pour beaucoup de participants. On ne fait pas toujours les choses bien la première fois. Et de nouvelles preuves tendent à faire réévaluer le désastre à la hausse. Slapton Sands, un magnifique détroit du littoral du sud Devon. Aujourd'hui, il reste peu de cicatrices du drame qui s'y est déroulé pendant la répétition de l'opération alliée, nom de code Opération Tigre. Les fantômes de la tragédie qui a fait tellement de victimes semblent s'être dissous dans les flots. Mais un homme, Richard Bass, écrivain local et policier à la retraite, est convaincu que le fond de l'affaire du désastre reste à révéler. Ce qui pour lui était juste un intérêt au départ est devenu l'objet de 15 années de recherche en quête de vérité. L'opération Tigre a toujours été un sujet de fascination pour moi. J'ai fait des recherches sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'armée américaine, et inévitablement je suis tombé sur l'opération Tigre et le désastre de cette répétition du D-Day. J'ai commencé à enquêter et j'ai vite compris que beaucoup de choses ne collaient pas. En 1943, l'Allemagne occupe la France et les Alliés sont déterminés à repousser l'avancée nazie. Une contre-invasion de l'Europe est en préparation. Ce sera la plus grande opération militaire de l'histoire. Elle impliquera plus de 20 000 soldats aéroportés aux côtés d'une force amphibie de plus de 150 000 hommes de l'armée de terre et de la marine, principalement américains. Ce sont plus de 7000 navires qui envahiront les côtes de Normandie. L'opération va se jouer à quitte au double. Nom de code, Opération Overlord. On fixe la date du D-Day au 6 juin 1944. Les Alliés n'ont que quelques mois pour s'organiser. Les autorités militaires décident de préparer les soldats en leur faisant suivre un programme d'entraînement intensif. Une répétition grandeur nature du débarquement. Slapton Sands est l'endroit idéal. Slapton est un bel endroit isolé. En 1943, il était assez facile de dépeupler la zone en déplaçant la population locale pour créer une grande zone d'entraînement. Parfaitement dissimulée, elle leur permettrait un certain secret. Elle semblait également présenter certaines similitudes avec Utah Beach, où ils avaient prévu de débarquer lors du D-Day. Début 1944, le sud de l'Angleterre accueille plus d'1 million de soldats américains qui se préparent pour le débarquement. La plupart d'entre eux foulent pour la première fois un sol étranger. L'Angleterre ressemblait à l'Amérique. Cette région du sud de l'Angleterre était fabuleuse, je l'ai adorée. Juste à côté de Brixham, il y avait un endroit appelé Torquay qu'on surnommait le Miami Beach anglais. Qu'est-ce que c'était humide? Les Américains ne sont pas là pour passer du bon temps, mais pour s'entraîner à débarquer en France le jour J, dans à peine quelques semaines. Peu d'entre eux ont l'expérience du combat, et ils s'apprêtent à s'engager dans l'un des plus grands assauts de l'histoire, aux côtés de leurs homologues britanniques.
Il était d'une importance vitale que nous puissions nous entraîner et nous former ensemble. L'opération Tigre à Slapton Sands devait être une répétition générale des débarquements sur Utah Beach quelques semaines plus tard, le 6 juin. Les plans de l'opération Tigre se divisent en deux phases. Au cours de la phase de pré-assaut, les navires de la marine bombarderont les plages de Slapton. La voie s'en trouvera dégagée pour que les forces d'assaut arrivent par petits bateaux et débarquent sur Slapton Sands pour sécuriser la plage. D'autres soldats américains postés en position défensive derrière Slapton Sands joueront les Allemands et tireront au-dessus des troupes d'invasion. Les conditions du champ de bataille seront reproduites pour pouvoir faire face au premier débarquement sur Utah Beach, en Normandie. Les phases suivantes verront de plus grands navires, chargés d'hommes et d'artillerie, arriver depuis Plymouth et Brixham. Ils débarqueront 24 heures plus tard sur la même plage pour fournir des renforts décisifs. Si le lieu de l'action doit se rapprocher le plus possible de la réalité, un autre élément est primordial. Bien qu'il s'agisse d'une répétition, tout le monde utilisera des munitions réelles. Il y a un vieux dicton militaire qui dit « s'entraîner dur pour rendre le combat facile ». Pendant la préparation au combat, on doit tester des conditions les plus proches possibles de celles du combat réel. L'utilisation de vraies munitions habitue les soldats au danger, affine leur réaction à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, aux odeurs et aux sensations qu'on ressent en cas de danger de mort. Près d'une semaine avant, les hommes embarquent dans leur navire en vue de l'exercice de préparation. Il est primordial de garder le secret, non seulement pour les soldats impliqués, mais aussi pour les locaux. L'ensemble de la population de Slapton Sands a été évacuée 5 mois plus tôt. Aucun civil ne pourra donc témoigner des horreurs qui vont se produire. Dans moins de 48 heures, les troupes à l'assaut des plages seront pilonnées à munitions réelles par les canons de leur propre marine. Et les convois de renforts seront attaqués par des torpilleurs allemands qui feront des centaines de blessés, de morts et de disparus en mer. Au matin du 27 avril 1944, un convoi de 8 navires de transport qui prend part à la deuxième vague se prépare à quitter Plymouth et Brixham. Chargé de soldats américains et d'artillerie, il prendra la direction des côtes sud du Devon jusqu'à Slapton Sands pour l'opération Tigre. C'est une répétition militaire grandeur nature pour les débarquements du D-Day en Normandie. En amont, les troupes d'assaut américaines débarqueront dans de plus petites barges sur Slapton Sands à 7h30. Leur mission ? Envahir la plage, exactement comme ils devront le faire sur les côtes normandes occupées 6 semaines plus tard. Ancrés à 4 milles des côtes, les navires de la Royal Navy. Pour rendre l'exercice aussi réaliste que possible, ils vont bombarder la plage à munitions réelles pendant 30 ou 40 minutes avant le débarquement. Sur la crête qui surplombe la plage, d'autres soldats américains sont postés en lieu et place des défenseurs allemands. Dès la fin du bombardement, ils tireront au-dessus des troupes d'assaut. L'utilisation de munitions réelles est une procédure opérationnelle standard. Mais pour être appliquée, elle repose sur un timing méticuleux. Le HMS Hawkins est l'un des navires en attente au large de Slapton, canon chargé, à son bord, un aspirant de 18 ans, Michael Stacy. Le principe consistait à bombarder pendant un temps donné avant l'heure H. Puis de cesser le feu environ une demi-heure avant, pour avoir un bon laps de temps de sécurité entre la fin du bombardement et le débarquement des troupes. Le 27 avril, l'heure H est programmée à 7h30, heure à laquelle les troupes d'assaut débarqueront sur la plage. À partir de 6h30 du matin, la Royal Navy commencera à bombarder la plage pour affaiblir les défenses en prévision des bombardements. Après une demi-heure, elle cessera le feu. Le débarquement pourra alors se dérouler en sécurité sur la plage. Mais à 6h20, l'homme commandant l'exercice, l'amiral américain Don P. Moon, est informé que certaines barges de débarquement sont en retard. À 6h25, 5 minutes avant le premier bombardement, Moon, dans l'incapacité de joindre les officiers de haut rang, ordonne que l'heure H soit décalée d'1 heure.
Mais cette décision ne parvient pas jusqu'à certaines des troupes d'assaut, déjà en route vers la plage. C'était une préparation opérationnelle permanente. Mais si le timing se trouve modifié et qu'il y a une mésentente, on fait face à un gros problème. Les troupes, dans leur petite barge de débarquement, n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La première tragédie de l'opération Tigre est sur le point d'avoir lieu. Repousser leur hache a été, selon moi, une énorme erreur. Je ne pense pas que Moon ait réalisé ce que sa décision impliquait tactiquement. Imaginez cette opération amphibie et la complexité à laquelle les hommes devaient faire face, tous ces éléments qui devaient s'emboîter. Ils n'imaginaient pas qu'en plus, on allait décaler leur hache. Et les troupes n'ont jamais reçu l'information, pas plus que les navires chargés de bombarder en soutien. À leur hache décalée, les canons de la marine font feu sur ce qu'ils pensent être des plages désertes. Mais elles sont loin de l'être. Les soldats se retrouvent pris sous le feu des canons de leur propre marine. Des balles réelles leur fusent aussi au-dessus de la tête, tirées par des soldats américains postés sur les collines qui campent les défenses allemandes. Ces pauvres soldats qui débarquaient essuyaient les tirs de leur propre armée. Ils étaient également pilonnés par les canons de la Royal Navy. Beaucoup d'entre eux faisaient ça pour la première fois. Ils n'avaient jamais connu l'action. On ne saisit pas tout la première fois. Et il y a certaines histoires qu'il vaut mieux ne pas raconter. Mais ça a été une tragédie avec beaucoup de pertes, due à ce qu'on appelle aujourd'hui un tir ami. Le jour s'est levé et on a cessé notre bombardement. Mais l'exercice avait tourné à la confusion générale. Alors que le chaos et la confusion règnent sur la plage, 50 km plus loin, sur la côte, la deuxième phase de l'opération Tigre est en route. Le convoi amphibie de 5 navires de transport a quitté Plymouth pour rejoindre d'autres navires à Brixham. Ils navigueront ensuite ensemble vers la baie de Lyme avant de débarquer à Slapton Sands au matin du 28 avril, en soutien des troupes d'assaut qui auront sécurisé la plage la veille. Mais les soldats et les marins ignorent totalement s'il s'agit d'un exercice ou du réel D-Day. Floyd Hicks se trouve à bord du LST 515. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On était dans une situation où personne ne savait si c'était un galop d'essai ou la véritable invasion. Le convoi est composé de Landing Ship Tanks, ou LST, capables de transporter plus de 2000 tonnes de matériel et des centaines d'hommes. À bord, on n'apprécie guère ces grands navires peu maniables. Ces bateaux n'étaient rien d'autre que de grandes cibles immobiles. Maintenant que je ne suis plus à bord, je pense que c'était un très bon bateau. C'était bien parce qu'on était un petit équipage. On était proches, comme si on était là entre frères. Tout le monde se connaissait sur le LST. Ça rend les choses d'autant plus tristes quand les hommes sont tués. On disait du LST qu'il avait un fond si plat qu'il ne pouvait pas être torpillé. Je me sentais en sécurité, même si ça s'est avéré être un gros mensonge. Mais c'est ce qu'on nous avait raconté. Le convoi doit prendre la mer, escorté d'une corvette et d'un contre-torpilleur pour sa protection, 22 heures avant de débarquer à Slapton à 7h30. C'est l'équivalent de la traversée de la Manche vers la France, prévue 6 semaines plus tard, et l'occasion d'habituer les hommes à une longue présence en mer. Mais avant même de prendre la mer, une série d'erreurs et de bévues vont sceller leur sort. Le protocole d'opération voulait que les commandants de l'escorte rencontrent les commandants des navires amphibies avant l'exercice pour qu'ils établissent les procédures.
En particulier, ils devaient décider des fréquences de signal sur lesquelles ils communiqueraient. Mais cette réunion n'a pas eu lieu. Ce fut une catastrophe. Les LST, qui voguent dans des eaux réputées pour subir des attaques ennemies, opèrent sur des fréquences radio différentes de celles de leurs escortes et ne peuvent communiquer avec les navires censés les protéger. Pire encore, ils observent impuissants l'une de leurs escortes, le HMS Scimitar, prendre la direction opposée vers les docks de Plymouth. Le Scimitar était entré en collision avec un autre transporteur britannique. Sa proue avait été endommagée et on avait ordonné son retour à Plymouth. Il ne restait donc plus que l'Azalea pour escorter les LST au cours de leur trajet vers Lime Bay. Ce fait a eu des conséquences tragiques lors des événements d'avril 1944. Mais ce contre-torpilleur n'est pas le seul à manquer à l'appel. C'est aussi le cas de l'un des LST. 4 navires auraient dû partir de Brixham, mais l'un d'eux, le LST 508, endommagé, a dû rester à quai. Il était pourtant prévu qu'il embarque à son bord 294 hommes, déterminants pour l'exercice. Depuis, ce qu'il est advenu des hommes du 508 reste un mystère. À la fin de la journée, le convoi amoindri et son unique escorte de protection continuent leur lente progression vers la baie de Lyme. Mais ils ne vont pas rester seuls longtemps. 60 milles plus loin, dans les eaux de Cherbourg, une flotte de navires d'attaque ennemis débute sa patrouille de routine. Ces bateaux allemands ont passé la guerre à sonder la Manche en quête de victimes. Et cette nuit-là, ils sont à la recherche de proies sur la route de la baie de Lyme. Depuis 1940, époque où les Schnellboot avaient fait leur apparition dans les eaux de la Manche, ces vedettes lance-torpilles avaient acquis la réputation d'être très efficaces. Les Schnellboot embarquent des torpilles et des canons de 20 mm et peuvent naviguer à 50 nœuds. Les navires alliés sont des proies faciles. Juste après minuit, les opérateurs radars sur les côtes de Plymouth détectent des Schnellboot ennemis en approche du convoi. Maudits, les LST ne reçoivent aucun des messages d'alerte émis sur la mauvaise fréquence. Quelques minutes plus tard, les Schnellboot attaquent le convoi. Alfred Bronck était à bord du LST 499, le premier navire pris pour cible. Je me souviens seulement de la lune cachée derrière les nuages et tout d'un coup, c'est devenu l'enfer. Des combats et des tirs partout autour de moi. Dale Rodman était à bord du LST 507, le deuxième navire à être attaqué. Tout d'un coup, j'ai entendu une grosse explosion sur le côté du navire, juste à côté de là où je dormais. J'ai senti quelque chose racler en dessous du pont. Je savais que c'était une torpille. J'ai pensé à un U-boat parce que je ne savais pas grand-chose des Schnellboot. Le fait que les bateaux soient peu carénés évite quelques dégâts au convoi. Beaucoup des premières salves de torpilles sont passées sous les LST, qui étaient des navires peu carénés. Mais les Allemands ont très vite compris la situation. Ils ont ajusté leur trajectoire et sont revenus à la charge. On sonne l'alerte sur le LST 515 et Floyd Hicks s'installe à son canon de 40 mm. En montant, j'ai dit aux autres, « Vous savez quoi? Je crois que c'est pas de la rigolade. Il va falloir y aller. » Mais tout le monde n'est pas convaincu. Sur le LST 507, Dale Rodman essaie de persuader ses collègues que l'attaque est réelle. Mais la plupart pensent qu'il s'agit d'une fausse alerte. Rosiak, qui était le caporal responsable, a dit « Je ne vais pas sortir pour une autre fausse alerte au milieu de la nuit et perdre encore du sommeil. Vous faites ce que vous voulez. » J'ai essayé de les convaincre qu'ils commettaient une erreur. Si j'avais raison, ils allaient tous mourir, et si j'avais tort, je perdais 1 heure. J'ai donc choisi de sortir sur le pont, et 2 gars m'ont suivi. Les autres n'ont pas survécu. Une fois leurs torpilles ajustées, les Schnellboot lancent une nouvelle attaque sur le navire de Dale. Cette fois, ils atteignent leur cible. C'était le désordre.
Tout le monde essayait d'éteindre le feu, de mettre les canaux de sauvetage à la mer. Il n'y avait aucune communication. Personne ne savait quoi faire. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de quitter le navire. Le LST 507 coule, mais les Schnellboot n'en ont pas terminé. J'ai vu 2 Schnellboot passer entre nous et un autre navire. Celui-ci était en flammes. Et à part les regarder passer, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Je me souviens qu'on a demandé de l'aide par radio parce qu'on était attaqué. Mais on nous a répondu que le temps qu'ils larguent les amarres, ces Schnellboot seraient déjà de retour à Cherbourg. Ils ne pouvaient rien faire. Le LST 531 est touché à son tour, envoyant ses hommes et son matériel à la mer. Comme le 507, le 531 commence à couler, avec à son bord des centaines d'hommes. Le prochain à subir une attaque est le LST 289. Earl Satcher était à son bord. Je me suis rué de l'autre côté du pont principal. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de balles traçantes qui fusaient de partout et j'ai dit « c'est le pire endroit où on pourrait être ». J'avais un ami canonnier qui a vu la torpille arriver. Il a essayé de la stopper avec son canon de 15 mm, mais il a été tué. Une torpille atteint la poupe du LST 289, mais Earl ne réalise pas qu'ils ont été touchés. Je n'ai compris que plus tard. Tout ce que je savais, c'est que j'avais froid et que je suis descendu à mon casier. Mais il avait disparu, comme tout l'arrière du navire. Avec 2 LST coulés et un autre endommagé, les Schnellboot peuvent rentrer à Cherbourg. Les 6 LST restants se dispersent et se dirigent vers les côtes. C'est au point du jour que l'horreur de la catastrophe se révèle à Slapton. En 24 heures, des centaines d'hommes ont disparu en mer. L'horreur s'installe et les questions se multiplient. Comment un exercice de routine a-t-il pu déboucher sur une telle tragédie ? Le jour se lève sur Slapton Sounds le 28 avril 1944 et révèle la pire catastrophe subie par les soldats américains à l'entraînement en prévision du D-Day. Des centaines de soldats et de marins américains sont morts dans une répétition du débarquement quand les Schnellboot allemands ont attaqué un convoi de navires de transport avec à leur bord des hommes et du matériel destinés à l'exercice de débarquement sur Slapton Sounds. Le convoi s'était lancé avec la seule corvette HMS Azalea pour escorte. Le destroyer HMS Scimitar est resté à quai, inapte à la navigation. Les rapports officiels désigneront ce fait comme un facteur déterminant dans l'attaque des Schnellboot. Une flottille de vedettes torpilleurs britanniques, postée à quelques milles sur la côte, était prête à contrer la menace des Schnellboot, mais elle n'a pas été appelée. À bord se trouvait l'officier de la Royal Navy, Johan Strathcona. Il est toujours sidéré par le fait qu'il soit resté au port. Quand on a entendu parler de l'attaque des Schnellboot, on était 4 à être en attente à Portland. Vers 2 heures du matin, on nous a demandé de nous tenir prêts, ce qu'on a fait. Et peu après, on nous a demandé d'arrêter. Puis ça a recommencé vers 4 heures du matin. Finalement, on nous a envoyé chercher les survivants à l'aube. Je suis très triste de vous le dire, on a constaté qu'ils étaient tous morts. Ce dont je me souviens le plus, une fois qu'on a réalisé qu'ils étaient tous morts, c'est de la frustration, de la honte et de la colère qu'on ne nous ait pas permis d'empêcher ce massacre. Pourquoi les vedettes torpilleurs n'ont-elles pas été envoyées? Elles auraient pu être sur les lieux en moins de 30 minutes, fournir une protection et secourir certains des hommes tombés à l'eau. La seule raison que je vois pour qu'on ne nous ait pas envoyés à 2 heures est que les hommes en charge de ces mouvements ont dû craindre qu'on se batte entre nous.
ce qui est toujours un gros problème dans ce genre de situation. Mais on avait appris qu'il y avait eu une attaque de Schnellboot. Et notre tâche était de prévenir ces attaques. On était vraiment très en colère qu'on n'ait pas fait appel à nous. Des centaines d'hommes trouvent la mort ou sont portés disparus. Et les quelques survivants chanceux sont immédiatement tenus au secret. Ils nous ont dit de ne pas en parler, c'est tout. Certains racontent qu'on nous a menacés de la cour martiale. Je ne m'en souviens pas, mais on nous a demandé de ne jamais en parler. Ils nous ont dit qu'on serait renvoyés et que ce serait une honte pour nous si jamais on en parlait. C'est tout. Si on nous a demandé de garder le silence, pas qu'un peu. Dès qu'on est arrivé, on a été stupéfaits qu'on nous demande de ne rien mentionner de ce qu'on avait vu, sans quoi on passerait devant la cour martiale. Garder le secret est vital pour des raisons opérationnelles. Les Allemands pensent que le débarquement aura lieu à Calais, et les Alliés ne peuvent pas prendre le risque qu'ils découvrent qu'il est prévu en Normandie. Il est également essentiel de préserver le moral des troupes et d'une population épuisée par la guerre. Mais l'écrivain Richard Bass pense qu'une autre raison a peut-être empêché que les faits soient révélés. Depuis 1944, les archives font mention d'un total de 749 morts pendant l'opération Tigre. Des hommes comme Lawrence Muir du Missouri, Robert Grissom du Tennessee et Joe Rosiek du Michigan, qui ont commis l'erreur fatale de ne pas sortir de leur LST condamné avec Dale Rodman. Richard pense que de nombreux autres soldats et marins ont perdu la vie pendant cet exercice, et il est déterminé à se battre pour que ces morts cachées soient révélées. Officiellement, 749 hommes sont morts pendant l'opération Tigre. Je suis convaincu qu'il y en a eu bien plus, et j'ai l'intention de le prouver. Ce nombre de 749 est issu d'un rapport écrit à la hâte par l'amiral Moon à destination du quartier général des forces alliées, seulement 24 heures après le désastre. Le rapport envoyé par l'amiral Moon aux autorités militaires est arithmétique. Il y recense les LST 507 et 531 qui embarquaient 1026 hommes. Il y a eu 290 survivants, le calcul est simple, c'est une soustraction. Si on y ajoute les 13 victimes du LST 289, on arrive au chiffre de 749. Richard pense que ce chiffre ne prend pas en compte tous les morts du convoi de LST. Il s'interroge d'abord sur le LST 508, le navire qui n'a jamais pris la mer. Il était censé charger à Brixham, exactement comme le LST 507. Il me semble logique que le chargement destiné au 508, qui ne pouvait pas prendre la mer, ait été transféré sur le 507. Les deux navires étaient côte à côte dans le même port, et les hommes prévus sur le 508 étaient déjà là. Donc, logiquement, on a dû les déplacer directement sur le 507. 294 soldats doivent embarquer sur le 508. S'ils ont été déplacés sur le 507 et qu'ils ont coulé avec le bateau, alors le nombre de morts pourrait être supérieur. Dale Rodman, le dernier survivant du 507, n'a aucun doute à ce sujet. Il était tôt le matin quand on est arrivé sur les docks et qu'on s'est mis en rang pour embarquer sur le LST. Soudain, tout s'est arrêté. Il y a eu une grosse bousculade. Le lieutenant est arrivé et a dit « On ne peut pas respecter la liste préétablie, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que prévu à bord. » Nous étions bien plus de 500 à embarquer sur le 507 ce jour-là. L'amiral Moon en personne, dans son débriefing officiel, fait état de 4 à 500 hommes embarqués dans chaque LST. Mais aucun autre document officiel ne mentionne le LST 508. Une telle quantité d'hommes a-t-elle réellement pu être transférée sur le 507 sans aucun rapport? Je suis convaincu que lorsque le 508 a été déclaré inapte car endommagé, il y avait une solution de secours. Bien sûr, ça s'est fait à la dernière minute, et c'est là que la tragédie s'est jouée, parce que tous les soldats qui devaient embarquer sur le 508 ont finalement été transférés sur le 507.
Mais a-t-on fait un nouveau manifeste ou un nouveau plan de chargement? Ou bien a-t-on simplement transféré les hommes sur le 507 à la dernière minute? Je doute fortement qu'on ait pris le temps de tenir des statistiques dans un nouveau plan de chargement du 507, dans lequel on aurait pris en compte tous les hommes transférés depuis le 508. Voici la dernière photo connue du LST 507, prise la veille du jour où il a été coulé. Il est déjà chargé d'hommes et de machines en vue de l'exercice. Mais sur cette photo, il est impossible de dire s'il est en surcharge de soldats. Si Richard tient à découvrir si le 507 était surchargé, il ne lui reste plus qu'un endroit où chercher. Les LST 507 et 531 reposent toujours au fond de la baie de Lyme. Richard veut savoir s'il renferme des indices sur le mystère du double chargement. Au cours de cette plongée, j'espère retrouver les LST 531 et 507 qui ont été coulés par les Schnellboot. Sur le 507, je vais surtout chercher les jeeps. Le manifeste indique qu'il y avait 2 jeeps sur le 507. Si on trouve plus de 2 jeeps, ça prouvera certainement qu'une partie du chargement du 508 a été transférée sur le 507. Mais la tâche s'annonce compliquée. Les épaves reposent en eau profonde et les caméras téléguidées vont devoir braver l'obscurité et les filets de pêche qui rendent toute navigation difficile. À 54 mètres de profondeur, la caméra touche le fond et confirme les craintes de l'équipe. La visibilité est très mauvaise. Il va être difficile de trouver l'épave dans ces conditions, et les jeeps encore plus. Mais malgré l'obscurité, une forme semble poindre. On distingue une partie d'un LST. Ils ont trouvé une épave. La tâche consiste maintenant à trouver les restes des véhicules. Après 15 heures, les mauvaises conditions climatiques et la trop faible visibilité l'emportent. La plongée doit malheureusement être arrêtée. Mais Richard est décidé à ne pas abandonner. C'était un sentiment très poignant sur le site des épaves. C'était très émouvant. Je n'avais jamais connu ça, sauf peut-être dans les cimetières de guerre. J'ai été très touché par le fait qu'elle se trouvait juste là. Et je ne pouvais pas imaginer toutes les horreurs qui avaient eu lieu ici, il y a si longtemps. La plupart des soldats morts lors de l'opération Tigre sont américains. Le dernier espoir de Richard est de se rendre aux États-Unis, où il espère trouver des réponses. Au cimetière national d'Arlington, foyer des morts de la guerre, un mémorial aux morts de l'opération Tigre a été érigé en 1995. Mais la plaque contredit la version officielle. Elle commémore 639 soldats et marins américains morts lors de cette tragédie, soit 110 de moins que le chiffre officiel de 749. Dale Rodman enquête sur l'histoire de l'opération Tigre depuis des années. Il est entré en contact avec la Commission américaine des monuments de guerre qui rend hommage au sacrifice des soldats américains pour leur demander le décompte des hommes morts pendant cet exercice. Dale affirme que la réponse qu'il a obtenue il y a 20 ans, intitulée « Décompte du personnel de l'opération Tigre », prend en compte les morts, disparus et secourus et l'endroit où ils sont enterrés. Le rapport suggère 1405 morts et disparus. C'est très différent de 749.
mais certains détails sont manquants. Que signifie non spécifié? Il ne veut pas dire de qui il s'agit. Vous pensez que c'était qui? Qui je pense que c'était? Ce doit être pour partie la 4e division, le 4e bataillon médical, le 4e bataillon quartier-maître et le 8e régiment d'infanterie. Et pourtant, la commission des monuments de guerre ne mentionne aucun mort ou disparu à ces dates. Non, personne de ces unités. Le document envoyé à Dell ajoute à la confusion quant au nombre de disparus et de morts. Avec des chiffres allant de 639 à 1405, où se situe la vérité? Richard tente d'obtenir un rendez-vous avec la Commission américaine des monuments de guerre. Ils lui répondent ne pas être responsables des statistiques des pertes militaires et le redirigent vers le Centre américain d'histoire militaire. La réponse qu'il reçoit par email: nous ne pouvons pas commenter un courrier écrit par un ancien employé de la commission il y a 20 ans. Richard a plus de chance avec la marine américaine. On lui accorde un entretien avec Tim Frank, du commandement de l'histoire et de l'héritage de la marine américaine. Il tient à lui demander s'il est possible que des hommes du LST 508, qui est resté à quai, aient été déplacés dans son navire jumeau, le LST 507. Si le double des hommes prévus se trouvait à bord du navire lorsqu'il a coulé, le nombre de morts pourrait être supérieur. Rien dans nos archives ne dit que cela s'est produit. La seule mention du 508 que j'y ai trouvée est qu'il n'est pas parti avec les autres. Mais sur ce que sont devenus l'équipage et l'équipement, je ne trouve aucune trace dans nos archives. Mais est-il possible de faire tenir quasiment 300 soldats supplémentaires dans le LST 507, déjà bien chargé? Pour cette opération en particulier, je ne peux vraiment pas dire s'ils ont embarqué plus de soldats. Mais si on observe les navires qui ramenaient les GI d'Europe à la fin de la guerre, ils étaient pleins à craquer. Et bien évidemment, ce n'était pas pour une invasion. Richard sait bien que concernant tous les décès militaires, il est vital pour les familles de connaître les circonstances de la mort de leurs disparus. Mais l'opération Tigre semble garder des zones d'ombre. Si l'on prend des exemples dans les temps modernes, regardez le 11 septembre, l'ouragan Katrina ou le tsunami. Les premiers rapports faisaient état de milliers et de milliers de morts. Et avec le temps, on réduit ce nombre, on l'affine. À cette époque, il n'y avait ni téléphone portable, ni ordinateur, ni satellite. Même aujourd'hui, avec toute la technologie, on ne parvient pas à établir de chiffres précis. L'écrivain Richard Brass n'a trouvé aux États-Unis que peu de réponses à ces questions. Le chiffre officiel de morts au cours de l'opération Tigre reste bel et bien de 749. Richard a cependant découvert des chiffres allant de 639 à 1405. Quelle est donc la vérité? Au cours de ses recherches, Richard a découvert 2 lettres. Elles semblent avoir été écrites par des hommes, maintenant décédés, qui ont assisté à l'assaut sur Slapton Sands. Des soldats qui débarquaient sur les plages ont été bombardés par leur propre navire, après une faille dans la communication. Mais aucun rapport ne fait état de mort dans cette phase de l'opération Tigre. Voici ce que l'on trouve dans l'une des lettres. J'ai vu environ 200 morts, voire plus. Certains déchiquetés sur la plage, d'autres empilés dans des camions. J'ai vu des camions à 6 roues motrices recouverts de bâches qu'on chargeait de cadavres. L'auteur de l'autre lettre serait le chauffeur d'un général qui dit avoir eu de la chance de s'en tirer. J'étais à Slapton Sands. Tous les navires prenaient part aux répétitions. J'ai conduit le général à l'inspection de l'exercice ce jour-là. Il est descendu et j'ai garé la Jeep vers le haut de Villagers Hill. En regardant vers la mer, j'avais une très bonne vue sur les répétitions à munitions réelles. Ça tombait trop près de moi, alors je suis parti, laissant là 3 soldats. 5 minutes plus tard, un obus les tuait tous les 3. Richard veut découvrir si des hommes ont bien été tués sur les plages.
Il contacte le Centre américain d'histoire militaire. Celui-ci est incapable de confirmer les 200 morts et lui écrit « Nous ne pouvons recenser aucune mort qui serait survenue à terre les jours qui ont suivi et que vos sources attribuent au tir ami. » Mais il suggère une nouveauté. L'ampleur des nombres cités permet d'en douter, mais des cas isolés d'accidents pendant l'entraînement peuvent avoir eu lieu. Et le plus révélateur dans leur réponse est le fait que le chiffre de 749 morts pendant l'opération Tigre ne concerne que les pertes de l'armée de terre. Des pertes dans les équipages de navires, les unités Beachmaster, les équipes de démolition de la marine et d'autres impliqués dans l'exercice mais non recensés dans les chiffres officiels pourraient venir grossir ce nombre. Cet email dit que l'armée de terre a subi 749 pertes pendant l'opération Tigre. 749 morts juste pour l'armée de terre. Mais j'ai ici des documents qui prouvent qu'au moins 198 membres de la marine sont morts dans le même exercice. Richard s'est procuré des copies des rapports officiels post-action, dressés le 2 mai 1944. Considérés comme rapports officiels de l'exercice par la marine, ils font clairement état de 13 marins tués sur le LST-289, 71 tués ou disparus sur le LST-507 et 114 tués ou disparus sur le LST-531. 198 victimes supplémentaires pour la marine. Ça nous fait un total de 947. 947. Ça contredit les 749 qui ont été reconnus pendant des décennies comme les vraies pertes de l'opération Tigre. Et ces 947 sont seulement celles qui ont été prouvées. Mais qui sait, le vrai chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Le même email insiste sur le fait qu'aucune tentative n'a été faite de dissimuler les événements, de cacher les faits ou de minimiser les pertes. Mais aucun nouveau décompte des victimes n'a été fourni à Richard. Richard se sent soutenu par cette réponse. Pour lui, c'est enfin la confirmation que l'échelle du désastre a été bien supérieure à ce que disaient les chiffres officiels. Mais pour les survivants, une dernière question reste ardue. A-t-on retiré quelque chose de bien de cette tragédie ? Les enseignements de l'opération Tigre ont-ils fait le succès du D-Day ? J'espère que oui. Je ne sais pas, mais j'espère que oui. Il faudra trouver quelqu'un de bien plus intelligent que moi pour répondre à tout ça. Pour moi, aucun sacrifice humain ne vaut la peine. C'est difficile. Est-ce que ça peut être justifié ? Si le terme employé est vraiment justifié, alors je dirais non. Il y a eu tellement d'erreurs dont on aurait pu se passer. Avec le recul, on peut se dire qu'ils en ont tiré des leçons qui ont permis de sauver des vies plus tard. Mais je me demande une chose, avait-on besoin de sacrifier 700 vies pour le découvrir ?